L'or, le plus noble des métaux précieux. L'or a toujours eu une part symbolique importante. Déjà, les Aztèques, qui vénéraient le soleil comme un dieu, pensaient étonnamment que l'or était l'excrément du dieu soleil. En Europe, les alchimistes, qui étaient probablement les premiers matérialistes, ont beaucoup eu recours à la symbolique de l'or, et particulièrement associé avec d'autres métaux, comme ici le symbole de Mercure, or, mais aussi avec l'argent, qui symbolise la Lune, donc la Lune et le Soleil, et aussi avec le plomb, qu'il voulait bien sûr transformer en or. Si on regarde le tableau périodique, on se rend compte que finalement, les alchimistes n'étaient pas si faux que ça. Parce qu'on voit d'abord une première chose, que l'or est dans la colonne des métaux précieux, avec le cuivre et l'argent est directement en dessous de l'argent. Donc on a déjà là l'association entre l'or et la Lune. Si on regarde à la droite de l'or, on voit aussi le mercure. Et puis, si on saute encore 2 cases à droite dans le tableau périodique, on va trouver le plomb, qui a comme numéro atomique le 82. Concernant les autres propriétés de l'or pur, on a un point de fusion qui est moyennement élevé, une structure cubique face centrée, mais ses caractéristiques principales sont sa densité, qui est très élevée, et le fait que c'est un métal noble, donc qui ne se corrode pas et qui est brillant. Donc, à moins qu'on ait de la chance et qu'on trouve une pépite, l'or est quand même généralement un processus qui requiert l'extraction d'un minerai, c'est-à-dire la fabrication d'un trou duquel on va extraire de la terre qui en fait est composée de minerais. Et puis ensuite, ce minerai, on va commencer par le réduire, donc le concasser, puis le broyer. Et puis après, on va directement le séparer par flottaison. Évidemment, l'or étant plus dense que la plupart des autres éléments, on va retrouver l'or au fond des cuves, et ce qui va permettre de faire un premier tri. Ensuite, on va passer dans un process qui s'appelle l'oxydation sous pression. Le but étant d'oxyder les différents matériaux qui contiennent l'or et de les éliminer. Et puis ensuite, on va dissoudre l'or dans le cyanure, et puis on va récupérer l'or grâce à du charbon actif. À partir de là, on va pouvoir avoir de l'or élémentaire qu'on va pouvoir fondre, et puis grâce à ça, on va former des lingots. À quoi vont servir ces lingots? En général, l'or est utilisé pour du stockage. Ça permet en fait de stocker de l'argent. Et puis, si vous regardez le prix de l'or en fonction des années, vous voyez que si par hasard, vous récupériez de l'or de vos grands-parents, disons de l'or de 1920, et que vous l'avez gardé jusqu'à présent, vous auriez une belle plus-value d'environ 1500 fois. Donc là, on parle de prix en dollars par once d'or. Si on regarde les prix en francs suisses par kilo, on voit que depuis que j'ai fait ce slide en 2019, les prix ont augmenté un petit peu, peut-être à cause du coronavirus, je ne sais pas. Et on est maintenant à des valeurs qui sont plus proches de 46 000 francs par kilo. Les différents pays producteurs d'or, c'est les pays miniers habituels, la Chine, l'Australie, la Russie, le Canada. Et puis on voit qu'en général, ils produisent jusqu'à 400 tonnes d'or par an, mais en général beaucoup moins. Donc, je vous l'ai dit, en général, cet or sert à faire de la spéculation ou des réserves financières. Dans ce cas, si vous êtes un petit peu inquiet pour la capacité des différentes banques nationales des pays européens à financer les pertes dues au coronavirus, je vous laisse aller voir cette vidéo, enfin la vidéo qui est sur Moodle et qui va vous permettre de vous rassurer, je pense. Et en particulier, si vous regardez les réserves pour la Suisse, donc en 2011, en
tonnes par personne, on est quand même à 6 tonnes par personne, ce qui est énorme. Ensuite, l'or est aussi utilisé, et c'est ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui dans la joaillerie. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup d'entreprises d'horlogerie, par exemple, qui utilisent de l'or, et c'est des entreprises qui emploient aussi beaucoup de métallurgistes, donc potentiellement d'ingénieurs en design and materials. Dans les autres utilisations, qui représentent environ 15% de la production, on a l'électronique, évidemment, pour la conductivité de l'or, le dentaire, la décoration, les médailles, et aussi au niveau médical. Évidemment, tous ces chiffres, ces pourcentages, ils sont assez estimatifs et très volatiles parce que ça dépend beaucoup des conditions politiques. Un des paramètres importants pour définir l'or est sa pureté qui est donnée en carats. Alors, les carats se calculent grâce à la formule suivante, et puis, en général, si on veut faire un petit exemple numérique, eh ben, si on a une composition d'or de 70, une composition d'un alliage d'or de 75% poids, eh ben, ça va correspondre à un nombre de carats x qui est multiplié par 100 et divisé par 24. Donc, on va pouvoir trouver la valeur en carats de cet or à 75% en multipliant 24 fois 75 et en divisant par 100. Vous notez que je ne fais absolument pas attention aux unités parce qu'il n'y a pas de conservation des unités dans ce calcul. Et puis, grâce à ça, je trouve le nombre de carats, dans notre cas 18. Dans notre cas 18. En général, l'or faiblement allié ou micro-allié, donc avec des hautes valeurs de carats, est très mou, ce qui le rend quasiment inutilisable. La seule façon de le durcir, si on veut garder sa pureté, c'est de rajouter très peu d'éléments d'alliage et d'utiliser ces éléments d'alliage pour raffiner les grains, donc d'avoir des grains qui sont de plus petite taille. Alors comment on va faire pour raffiner les grains? Eh bien, on va directement dans le réservoir ou dans le creuset d'or liquide, on va rajouter des petites poussières, si on veut, de différents éléments d'alliage ou de différents matériaux qui vont servir de germe. Alors, un germe, c'est quoi? Finalement, c'est une particule solide dans le liquide sur laquelle on va pouvoir former des grains. Évidemment, plus on rajoute de germes, plus il y a de grains qui vont se former dans le liquide. Et puis finalement, quand ces grains vont se former, au bout d'un moment, ils vont toucher les parois des grains qui se forment sur les autres germes. Donc la densité de grains va définir finalement la taille de grain. Et grâce à ça, on va réduire la taille de grain, donc augmenter un petit peu les propriétés mécaniques de l'or. Il y a en général deux types de germes. Ceux qui sont des éléments à haut point de fusion et qui ne se fondent pas finalement dans le mélange, ou bien ceux qui vont former des composés à haut point de fusion avec l'or. Et ces composés à haut point de fusion, finalement, ils vont servir de germes.